Mais Zola n'est pas un réaliste, madame, c'est un poète, dit madame de Guermantes, s'inspirant des études critiques qu'elle avait lues dans ces dernières années et les adaptant à son génie personnel. Agréablement bousculée jusqu'ici, au cours du bain d'esprit qu'elle prenait ce soir et qu'elle jugeait devoir lui être particulièrement salutaire, se laissant porter par les paradoxes qui déferlaient l'un après l'autre devant celui-ci plus énorme que les autres, la princesse de Parme sauta par peur d'être renversée, et ce fut d'une voix entrecoupée, comme si elle perdait sa respiration, qu'elle dit « Zola, un poète ?» « Mais oui, » répondit en riant la duchesse de Guermantes, ravie par cet effet de suffocation. « Que votre Altesse remarque comme il grandit tout ce qu'il touche. Vous me direz qu'il ne touche justement qu'à ce qui porte bonheur, mais il en fait quelque chose d'immense. Il a le fumier épique, c'est l'Homère de la vidange. » « Tenez justement, me dit-elle en attachant sur moi un regard souriant et doux, et parce qu'en maîtresse de maison accomplie, elle voulait, sur l'artiste qui m'intéressait particulièrement, laisser paraître son savoir et me donner au besoin l'occasion de faire montre du mien. Tenez, me dit-elle en agitant légèrement son éventail de plumes, tant elle était consciente à ce moment-là qu'elle exerçait pleinement les devoirs de l'hospitalité, et pour ne manquer à aucun, faisant signe aussi qu'on me redonnât des asperges sauce mousseline. Tenez, je crois justement que Zola a écrit une étude sur Elstir. Ce peintre dont vous avez été regarder quelques tableaux tout à l'heure, les seuls du reste que j'aime de lui, ajouta-t-elle. En réalité, elle détestait la peinture d'Elstir, mais trouvait d'une qualité unique tout ce qui était chez elle. Je demandai à M. de Guermantes s'il savait le nom du monsieur qui figurait en chapeau haute forme dans le tableau populaire et que j'avais reconnu pour le même dont les Guermantes possédaient tout à côté le portrait d'apparat, datant à peu près de cette même période où la personnalité d'Elstir n'était pas encore complètement dégagée et s'inspirait un peu de Manet. « Mon Dieu, me répondit-il, je sais que c'est un homme qui n'est pas un inconnu ni un imbécile dans sa spécialité, mais je suis brouillé avec les noms. Je l'ai là sur le bout de la langue. Monsieur... Bon, enfin, peu importe, je ne sais plus. Swann vous dirait cela, c'est lui qui a fait acheter ses machines à madame de Guermantes, qui est toujours trop aimable, qui a toujours trop peur de contrarier si elle refuse quelque chose. Entre nous, je crois qu'il nous a collé des croûtes. Ce que je peux vous dire, c'est que ce monsieur est pour Elstir une espèce de mécène qu'il a lancé et l'a souvent tiré d'embarras en lui commandant des tableaux. Par reconnaissance, si vous appelez cela de la reconnaissance, ça dépend des goûts, il l'a peint dans cet endroit-là où avec son air endimanché il fait un assez drôle d'effet. Ça peut être un pontife très calé, mais il ignore évidemment dans quelles circonstances on met un chapeau haute forme. Avec le sien, au milieu de toutes ces filles en cheveux, il a l'air d'un petit notaire de province en goguette. Mais dites donc, vous me semblez tout à fait féru de ces tableaux. Si j'avais su ça, je me serais tuyauté pour vous répondre. Du reste, il n'y a pas lieu de se mettre autant martel en tête pour creuser la peinture de M. Elstir que s'il s'agissait de la source d'Ingres ou des enfants d'Édouard de Paul de la Roche. Ce qu'on apprécie là-dedans, c'est que c'est finement observé, amusant, parisien, et puis on passe. Il n'y a pas besoin d'être un érudit pour regarder ça. Je sais bien que ce sont de simples pochades, mais je ne trouve pas que ce soit assez travaillé. Swann avait le toupet de vouloir nous faire acheter une botte d'asperges. Elles sont même restées ici quelques jours. Il n'y avait que cela dans le tableau, une botte d'asperges précisément semblable à celle que vous êtes en train d'avaler. Mais moi, je me suis refusé à avaler les asperges de M. Elstir, il en demandait 300 francs. 300 francs, une botte d'asperges. Un louis, voilà ce que ça vaut, même en primeur. Moi, j'ai trouvé raide. Dès qu'à ces choses-là il ajoute des personnages, cela a un côté canaille, pessimiste qui me déplaît. Je suis étonné de voir un esprit fin, un cerveau distingué comme vous aimer cela. Mais je ne sais pas pourquoi vous dites cela, Bazin, dit la duchesse qui n'aimait pas qu'on dépréciât ce que ces salons contenaient. Je suis loin de tout admettre sans distinction dans les tableaux d'Elstir. Il y a à prendre et à laisser, mais ce n'est toujours pas sans talent. Et il faut avouer que ceux que j'ai achetés sont d'une beauté rare. Oriane, dans ce genre-là, je préfère 1000 fois les petites études de M. Vibert que nous avons vues à l'exposition des aquarellistes. Ce n'est rien, si vous voulez, cela tiendrait dans le creux de la main, mais il a de l'esprit jusqu'au bout des ongles. Ce missionnaire décharné, sale, devant ce prélat douillet qui fait jouer son petit chien, c'est tout un petit poème de finesse et même de profondeur.
« Je crois que vous connaissez M. Elstir, me dit la duchesse. L'homme est agréable. Il est intelligent, dit le duc. On est étonné quand on cause avec lui que sa peinture soit si vulgaire. Il est plus qu'intelligent. Il est même assez spirituel, dit la duchesse de l'air entendu et dégustateur d'une personne qui s'y connaît. « Est-ce qu'il n'avait pas commencé un portrait de vous, Oriane ?» demanda la princesse de Parme. « Si, en rouge écrevisse, répondit madame de Guermantes, mais c'est pas ça qui fera passer son nom à la postérité, c'est une horreur. Bazin voulait le détruire. » Cette phrase-là, madame de Guermantes la disait souvent, mais d'autres fois son appréciation était autre. « Je n'aime pas sa peinture, mais il a fait autrefois un beau portrait de moi. » L'un de ces jugements s'adressait d'habitude aux personnes qui parlaient à la duchesse de son portrait, l'autre à ceux qui ne lui en parlaient pas et à qui elle désirait en apprendre l'existence. Le premier lui était inspiré par la coquetterie, le second par la vanité. « Faire une horreur avec un portrait de vous, mais alors ce n'est pas un portrait, c'est un mensonge. Moi qui sais à peine tenir un pinceau, il me semble que si je vous peignais, rien qu'en représentant ce que je vois, je ferais un chef-d'œuvre, dit naïvement la princesse de Parme. Il me voit probablement comme je me vois, c'est-à-dire dépourvu d'agrément, dit madame de Guermantes, avec le regard à la fois mélancolique, modeste et câlin, qui lui parut le plus propre à la faire paraître autre que ne l'avait montré Elstir. Là encore, l'esprit de madame de Guermantes me plaisait justement parce qu'il excluait, et tout ce qu'à cause de cela même il avait pu conserver, cette séduisante vigueur des corps souples qu'aucune épuisante réflexion, nul souci moral ou trouble nerveux n'ont altéré. Son esprit d'une formation si antérieure au mien était pour moi l'équivalent de ce que m'avait offert la démarche des jeunes filles de la petite bande au bord de la mer. Madame de Guermantes m'offrait, domestiquée et soumise par l'amabilité, par le respect envers les valeurs spirituelles, l'énergie et le charme d'une cruelle petite fille de l'aristocratie des environs de Combray, qui dès son enfance montait à cheval, cassait les reins aux chats, arrachait l'œil aux lapins, et aussi bien qu'elle était restée une fleur de vertu, aurait pu, tant elle avait les mêmes élégances pas mal d'années auparavant, être la plus brillante maîtresse du prince de Sagan. Seulement, elle était incapable de comprendre ce que j'avais cherché en elle, le charme du nom de Guermantes, et le petit peu que j'y avais trouvé, un reste provincial de Guermantes. Nos relations étaient-elles fondées sur un malentendu qui ne pouvait manquer de se manifester dès que mes hommages, au lieu de s'adresser à la femme relativement supérieure qu'elle se croyait être, iraient vers quelque autre femme aussi médiocre et exhalant le même charme involontaire? Malentendu si naturel et qui existera toujours entre un jeune homme rêveur et une femme du monde, mais qui le trouble profondément tant qu'il n'a pas encore reconnu la nature de ses facultés d'imagination et n'a pas pris son parti des déceptions inévitables qu'il doit éprouver auprès des êtres, comme au théâtre, en voyage et même en amour. Monsieur de Guermantes ayant déclaré, suite aux asperges d'Elstir et à celles qui venaient d'être servies après le poulet, que les asperges vertes poussées à l'air devraient être mangées avec des œufs. « Ce qui plaît aux uns déplaît aux autres et vice-versa, » répondit M. de Bréauté. « Dans la province de Canton, en Chine, on ne peut pas vous offrir un plus fin régal que des œufs d'ortolan complètement pourris. » M. de Bréauté, auteur d'une étude sur les Mormons parue dans la Revue des Deux-Mondes, ne fréquentait que les milieux les plus aristocratiques, mais parmi eux seulement ceux qui avaient un certain renom d'intelligence, de sorte qu'à sa présence du moins assidue chez une femme, on reconnaissait si celle-ci avait un salon. Il prétendait détester le monde et assurait séparément à chaque duchesse que c'était à cause de son esprit et de sa beauté qu'il la recherchait. Toutes en étaient persuadées. Chaque fois que la mort dans l'âme, il se résignait à aller à une grande soirée chez la princesse de Parme, il les convoquait toutes pour lui donner du courage et ne paraissait ainsi qu'au milieu d'un cercle intime. Pour que sa réputation d'intellectuel survécût à sa mondanité, appliquant certaines maximes de l'esprit des Guermantes, il partait avec des dames élégantes faire de longs voyages scientifiques à l'époque des bals, et quand une personne snob, par conséquent sans situation encore, commençait à aller partout, il mettait une obstination féroce à ne pas vouloir la connaître, à ne pas se laisser présenter. Sa haine des snobs découlait de son snobisme, mais faisait croire aux naïfs, c'est-à-dire à tout le monde, qu'il en était exempt. « Babal, c'est
Toujours tout, s'écria la duchesse de Guermantes. Je trouve charmant un pays où on veut être sûr que votre crémier vous vende des œufs bien pourris, des œufs de l'année de la comète. Je me vois d'ici trempant ma mouillette beurrée. Je dois dire que cela arrive chez la tante Madeleine, madame de Villeparisis, qu'on serve des choses en putréfaction, même des œufs.